Oui, on Bonjour vous à a... toutes et à tous. Vous m'entendez? Oui, bonjour, on vous entend très bien. Ok, parfait. Merci beaucoup, Monsieur Ouedraogo. Alors, c'est encore un plaisir de nous retrouver aujourd'hui dans le cadre des séries de webinaires que nous organisons pour la communication autour du master en gestion de projets de développement durable et humain. Je suis Madame Bokayala Ouattara, je suis cofondatrice et directrice de Boost Expertise. Je suis également experte en management de projet et en genre et je suis membre de la commission pédagogique du master. J'espère que le son est bon jusque-là, que vous m'entendez parfaitement. Merci encore pour votre présence avec nous, pour les personnes qui nous suivent depuis la première session de cette série de webinaires pour la communication autour du master, comme je le disais. Nous sommes à la quatrième séance aujourd'hui. Et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui un invité, une personne qui n'est pas membre de la commission ou que vous n'avez pas l'habitude de voir pour les personnes qui nous suivent depuis le début, qui est expert international en suivi-évaluation. Il est responsable du suivi-évaluation dans une organisation, responsable régional de suivi-évaluation dans une organisation internationale. Il nous donnera davantage d'informations sur son parcours, sur son profil, sur l'organisation si possible, quand il prendra la parole pour intervenir. Donc, je parle de l'expert Messan Aïka, Monsieur Messan Aïka, qui a accepté d'être l'intervenant du jour sur le thème comment réussir sa carrière dans le secteur du développement de façon générale et puis de l'humanitaire. Donc, je serai avec lui. Je suis également avec mes collègues de Boost Expertise, notamment Madame Nana. Je ne sais pas si les autres sont là, mais c'est elle que je vois déjà. Peut-être que d'ici la fin, d'autres membres de la commission pédagogique aussi prendront part à la rencontre, nous rejoindront. Comment va se passer notre session? Elle va se dérouler comme les autres jours. Donc, après cette étape d'introduction brève que je suis en train de faire, je vais vous laisser la parole pour vous présenter, je veux dire, tous les autres participants, en dehors de l'expert qu'on va garder vraiment à la fin. Quand il interviendra, il se présentera directement et puis poursuivra avec son intervention sur le sujet du jour. À la suite, à la suite de la série de présentations, donc l'expert, je donnerai la parole à l'expert qui fera la présentation de son thème de la session. Et après, on aura la série des questions-réponses. Donc, vous aurez la parole à nouveau pour poser des questions sur ce qui a été présenté, mais aussi sur le master de façon générale. Et puis, à la fin, nous aurons les mots de clôture. Et peut-être à cette étape, si d'autres membres de la commission nous rejoignent, ils pourront intervenir à ce niveau. Maintenant, peut-être ce que j'ai manqué de vous dire, après la série de présentations, avant que l'expert n'intervienne, je reviendrai brièvement sur le master, sur le contexte, notamment pour les personnes qui nous suivent peut-être pour la première fois, et puis également pour des personnes qui regarderont en différé l'enregistrement de la session pour leur permettre d'avoir une idée du contexte, du master et tout, et quelques informations brèves autour du master. En principe, les sessions sont prévues faire 1 heure, mais parfois, selon le niveau, le volume d'interaction, on peut aller à 1h15, à 1h30, mais on ne dépasse pas 1h30. On essaie de tenir dans ce laps de temps défini. Donc, merci. Comme je l'ai présenté à l'instant, je vais vous laisser la parole, mesdames et messieurs, pour vous présenter. Et comme j'ai le privilège d'être la modératrice de la session, donc je vais me permettre de désigner les personnes qui vont se présenter. Je vais vous désigner à tour de rôle. Donc, je vais commencer par Monsieur Jean-Marc Kwame, je pense. C'est exact. Jean-Marc, c'est Kwaku ou Kwame? Voilà, Koudou. Jean-Marc Koudou, s'il vous plaît.
Est-ce que c'est possible pour vous d'ouvrir votre micro pour vous présenter? Mais si vous avez des contraintes que vous ne pouvez pas ouvrir le micro, vous pouvez laisser vos informations dans le chat. Pour la présentation, c'est simple. Ce qu'on voudrait savoir, c'est votre nom, prénom, votre fonction, le nom de votre organisation, si c'est possible, et puis la ville ou le pays duquel vous nous suivez, vous participez pas vous nous suivez, mais vous participez à ce webinaire. Donc, Monsieur Jean-Marc Oudou, si c'est possible pour vous d'ouvrir le micro pour vous présenter. Sinon, je vais passer la parole à Monsieur Thierry Cuisson. Monsieur Thierry, vous pouvez y aller. Est-ce que vous me Ok. recevez? Bonjour. Ok. Ok, parfait. Allez-y. Bonjour, madame. Bonjour, Monsieur Je Thierry. suis Alexis Thierry, comptable à Sage Corporation. Merci. Ok, vous participez depuis quel pays, depuis quelle ville? Euh, Abidjan, précisément, Benjerville, Côte d'Ivoire. Ok, merci beaucoup. Monsieur Siluer. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. D'accord, ok. Allez-y. Je me représente, mais j'ai toujours été là depuis le début. Alors, je Effectivement, suis oui. M. Sylvain Blaise. J'interviens au niveau du projet du métro d'Abidjan. Donc, je suis en Côte d'Ivoire, Abidjan. Ok, merci beaucoup, Monsieur Siluer. Monsieur Ouedraogo. Bonjour à tout le monde. Vous me Bonjour, recevez? Monsieur Ouedraogo. Allez-y. Oui, je réponds au nom de Ouedraogo Didier. Voilà, je suis actuellement professeur des lycées et collèges, option histoire-géographie. Donc, je vous suis depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Merci beaucoup, Monsieur Ouedraogo. Madame Eunice, je vois. Oui, Madame Eunice. Madame Eunice. Ok, on va. Allô, bonjour. Oui, allez-y. Oui, bonjour, Madame, Euh, allez-y. Bonjour madame, bonjour à tous. Je me présente, je suis mademoiselle Amani Eunice. Je suis assistante chargée de partenariat au réseau des jeunes pour le développement communautaire. Je réside en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Ok, Mm. merci beaucoup. On va passer. J'ai vu Monsieur Koudou qui avait ouvert sa caméra tout à l'heure. Monsieur Koudou, vous pouvez y aller. Votre micro est fermé. Alors, on va y aller avec Monsieur Gérald Farouk. Ok, bonjour à tous. Je suis Gérald Farouk Beremougou, ingénieur de conception en génie système électrique et je suis burkinabé, mais Oui, donc vous êtes au Burkina, d'accord. Ok, merci beaucoup, Monsieur Farouk. Et je pense que c'est tout. Monsieur Koudou n'a pas pu se présenter, mais bon, il pourra mettre les informations dans le chat après ou quand il prendra la parole, peut-être à l'étape des échanges, il pourra revenir sur sa présentation. On a aussi notre collègue, j'avais Bonjour. présenté. Ah oui, allez-y, Monsieur Koudou, bonjour à vous. D'accord. Je voudrais m'excuser pour le Je vous en désagrément. prie. J'avais du mal à activer le micro. Alors, je voudrais vous saluer. Je suis Koudou Jean-Marc, étudiant en droit et président national de l'ASEPSI, Association chrétienne des élèves étudiants protestants de Côte d'Ivoire, une association qui travaille en milieu académique en complétant la formation académique des élèves étudiants par un encadrement civique, moral et spirituel. Et l'association existe il y a aujourd'hui 64 ans. Merci.
Ok, merci beaucoup, Monsieur Koudou. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Non, on a Monsieur Yao Amani. Voilà. Oui, il s'est pas encore présenté. Oui, Allez-y, moi monsieur. c'est Yao Amani Marius, étudiant en géographie à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, précisément Côte d'Ivoire. Et j'exerce aussi dans le domaine de BTP, précisément géomètre topographe. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Yao. Et puis, Madame Chana, Victoire. Madame Chana, Victoire. Oui, oui, bonjour à tous. Bonjour, je suis Paul Victoire Tchakounte. Je suis camerounaise, vivant à Yaoundé, experte des questions de genre et protection. Ok, merci beaucoup, Madame Chana. Et puis, comme je disais, on est également avec nos collègues, Madame Oka Euphrasie, qui est assistante au niveau du master de GPDDH. Et je vois Dr Zio, qui nous a rejoint également, qui est professeur à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké et membre de la commission pédagogique. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être avec nous encore aujourd'hui. Merci aux personnes qui arrivent pour la première fois. L'idée de ces webinaires, comme je l'ai dit, c'est vrai, on aborde différentes thématiques autour du secteur du développement durable de façon générale et puis spécifiquement, quelquefois, autour du secteur de l'humanitaire. Mais l'idée, c'est vraiment de communiquer autour du master, de vous donner les informations essentielles autour du master. Voilà. Donc, c'est pour cela que je vais revenir un peu sur le contexte du master. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la suite, Monsieur Messon interviendra. C'est un master qui est porté par l'Université Alassane Ouattara de Bouaké et Boost Expertise, le master en gestion de projets de développement durable et humain, comme je le disais au début. C'est un master que nous avons co-conçu, que nous portons ensemble. Et le 4 juin dernier, nous avons fait la présentation officielle devant plusieurs partenaires, plusieurs organisations, institutions qui interviennent dans le domaine du développement durable et humain pour leur présenter le contenu de la formation et nous avons eu énormément de retours positifs sur la pertinence de la formation, la pertinence également du contenu, et puis quelques suggestions pour renforcer tous ces éléments que nous avons déjà prévus. Donc, c'est dire que vraiment, nous sommes orientés vers la tenue des promesses que nous faisons autour du master, parce que ce que nous visons, ce que ce master vise, c'est vraiment de capacité, de donner des compétences aux participants à ce master pour être opérationnels et pouvoir traiter, pour pouvoir concevoir, traiter, évaluer les projets, les politiques et les programmes autour de la question du développement durable. Et comme vous le savez plus ou moins, de plus en plus, beaucoup de politiques, beaucoup d'interventions, d'initiatives tournent autour des questions de développement durable parce qu'on a les questions de changement climatique, on a toutes ces questions on parle aujourd'hui de l'économie bleue en parlant de la préservation de l'eau, de l'océan et tout. Donc, toutes ces questions, on parle aussi de l'économie circulaire, la gestion des déchets et tout ça. Donc, il y a vraiment énormément d'aspects autour de la question de développement durable aujourd'hui. Et pour nous, il est important d'avoir des professionnels, des experts africains qui aient la capacité de pouvoir participer aux échanges et aux discussions, tant au niveau continental qu'au niveau international, sur les questions de développement durable et surtout aborder de façon efficace les problématiques qui concernent notre continent. Voilà, donc, parce que en tant qu'Africains étant sur le continent, on a une meilleure maîtrise de notre contexte, on a une meilleure compréhension de notre environnement. Et si on dispose des compétences techniques, je vais vous demander de couper votre micro si vous n'avez pas la parole. Je vais demander à notre collègue Nana de pouvoir veiller à cela, de couper les autres micros. Donc, si au niveau, je suis en train de dire que si au niveau africain, on a vraiment l'expertise et des compétences techniques pour aborder ces questions, en plus
de notre meilleure compréhension du contexte, on pourra concevoir des projets à impact, des projets qui ont des résultats à impact, comme je le disais, mais de façon durable. Donc, c'est vraiment dans ce but que nous avons conçu ce master, mais aussi pour donner davantage de compétences aussi ou davantage d'opportunités aux étudiants qui sont formés dans nos universités. Je ne sais pas pour ce qu'il en est pour les autres universités au niveau africain de façon générale, mais pour les universités publiques, surtout au niveau de la Côte d'Ivoire, le constat est que bien souvent, la question d'insertion professionnelle reste un défi parce que il semble que les formations restent parfois trop générales, ne sont pas orientées vers l'acquisition de compétences pratiques. Et donc, dans la méthode conçue pour la diffusion des enseignements dans ce master, nous avons également pris en compte ces aspects. Donc, ça sera vraiment, les formations seront orientées vraiment vers l'acquisition de compétences en emmenant les apprenants à pratiquer des outils, à pratiquer vraiment ce qui est enseigné de sorte qu'au sortir de la formation, ils soient véritablement opérationnels. Et c'est un élément qui va contribuer à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes diplômés de l'université Alassane Ouattara de Bouaké et de façon générale toutes les autres universités au niveau national. Mais c'est un master qui est ouvert aussi à tout le monde. La preuve en est qu'aujourd'hui, on a des personnes du Cameroun. Pour les autres fois, on a eu des personnes d'autres pays. Et là, après l'analyse des premières inscriptions reçues sur le site de l'AUF, il y a vraiment énormément de pays qui sont inscrits, qui souhaitent participer à ce master. Donc, c'est un master qui est ouvert à toutes les personnes, même qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Et comme je dis, c'est puisque nous visons à capaciter à renforcer les compétences des Africains. Donc, cela veut dire que tout le monde peut participer à cette formation. Et c'est pour cela aussi que la formation, on a choisi de la faire en mode hybride. Donc, vous n'avez pas besoin d'être forcément en présentiel en Côte d'Ivoire. Et même si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas besoin d'être forcément dans les locaux de l'université pour suivre les formations. Les formations seront disponibles via un canal qu'on vous communiquera. Donc, ça sera peut-être par Zoom, par Teams, mais vous serez informés. Vous pourrez suivre les formations dès l'instant où vous avez accès à la connexion Internet. Et pour les personnes qui se sentent peut-être plus à l'aise en étant dans des situations de salle de classe ou de formation, on a le partenariat avec l'AUF qui permet aux apprenants qui se situent dans des pays où on a des représentations de l'AUF, de se rendre dans les locaux de l'AUF pour pouvoir suivre les sessions et même de pouvoir composer quand il y aura les séries des examens et des évaluations. Donc, je fais un peu tout ce récap et je reviens sur tous ces éléments pour vous montrer que il y a vraiment beaucoup de dimensions qui ont été prises en compte pour nous assurer que les objectifs qui sont visés par le master, nous puissions l'atteindre. Et c'est dans cette même dynamique aussi que nous organisons cette série de webinaires en sollicitant divers experts, différentes personnes pour vous partager des informations. Aujourd'hui, les autres fois, vous avez eu M. Kwasi et moi qui sommes au niveau de la Côte d'Ivoire, même si dans l'exercice de nos fonctions, il arrive qu'on fasse des consultations ou je veux dire qu'on aille dans d'autres pays, mais nous sommes au niveau de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a un expert qui n'est pas de la Côte d'Ivoire et qui a travaillé aussi dans des pays autres que son pays d'origine, qui va nous partager son expérience et comment il a fait pour avoir ces opportunités en tant qu'Africain et surtout pour pouvoir évoluer dans son domaine. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre expert du jour, M. Messon Aïka, qui va débuter, comme je l'ai dit tout à l'heure, par sa présentation, mais en tout cas qui nous parlera de lui et ensuite qui interviendra sur le thème. C'est vrai que là, on n'est pas en présentiel, mais quand même, il y a les émoticônes. Donc, je voudrais bien que vous puissiez les utiliser comme on a l'habitude de le faire, en faisant des ovations pour l'entrée de notre expert du jour. Donc, Monsieur Messon, je vais vous laisser la parole, mais avant, je voudrais vous dire merci énormément au nom de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké et de Boost Expertise pour avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui pour animer cette session et en même temps, je ne voudrais pas faire d'impair. Au niveau de Boost Expertise, je l'ai dit, je suis cofondatrice. Donc, je suis avec M. Jean-Claude Kwasi,
Je ne sais pas si vous avez la possibilité de bien voir le kakémono derrière moi. Donc, de l'autre côté, sur le kakémono, vous avez l'image d'un monsieur. C'est mon associé de Boost Expertise. Il est expert en développement, expert en management de projets et des organisations. Et il est le responsable du master au niveau de Boost Expertise. Je ne sais pas s'il pourra nous rejoindre parce qu'il vient d'arriver d'une mission cette nuit, mais s'il arrive, il pourra intervenir à un moment donné. Donc, au nom de toute cette équipe, je voudrais vous dire merci pour avoir accepté d'être notre intervenant du jour et on est tout oui pour recevoir votre intervention et les astuces que vous voudrez bien nous partager pour réussir notre carrière dans le secteur du développement. Merci. Donc, vous avez la parole. Oui, merci, madame. Je suis vraiment honoré de participer à ce webinaire aujourd'hui, enfin de partager l'ensemble de mes connaissances aussi avec vous. Et franchement, quand j'ai reçu l'invitation, je me suis dit, waouh, OK. Bon, avec déjà le niveau d'expertise de madame et tout, et j'imagine aussi de toute l'équipe de Boost Expertise, qu'est-ce que je veux partager aujourd'hui? Parce que déjà, tu te rappelles, j'ai lu votre livre et il y a énormément d'informations dedans. Donc, je me suis dit, OK, bon, c'est tellement challengeant pour moi, en fait. Tellement challengeant pour moi. Mais bon, j'ai accepté. Et l'objectif, en fait, c'est de partager ce parcours que j'ai eu, comment j'ai commencé, comment j'ai ensuite évolué et comment est-ce qu'on peut l'adapter à ces différents contextes dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Donc, essayer de les mettre en connaissance vraiment transversale pour tout le monde. Alors, je suis Messan Aïka. J'ai l'habitude de dire j'ai un profil un tout petit peu diversifié. Voilà, laissez-moi rapidement partager l'écran. Oui, je pense que c'est celui-ci. OK. Dites-moi si vous voyez mon écran. Il est en train de se connecter. Voilà, on l'a maintenant, mais il n'est pas encore en diapo. C'est parfait. On l'a parfaitement en diapo. En mode diapo, OK. Ouais. Bon, ça, je lui dis OK. Parfait. Alors, je suis, comme présentation rapidement, je suis Messan Aïka et je suis spécialisé dans tout ce qui est coordination de projet et suivi-évaluation. J'avais commencé par le suivi-évaluation avant d'évoluer, donc en termes de carrière, avant d'évoluer vers... attendez là. Bon, je te mets ici. Avant d'évoluer vers la coordination de projet. Et justement, c'est tout ça que nous allons pouvoir discuter aujourd'hui. Et j'ai travaillé, comme Madame Okayala le disait, j'ai travaillé dans divers pays, divers contextes, dont le Sénégal, la Gambie, la Centrafrique, le Nigeria, la RDC, le Cameroun et le Niger tout récemment. Et c'est vraiment dans les contextes de développement et l'humanitaire, donc vraiment du nexus développement et humanitaire en même temps. Donc, avec les différentes organisations que vous voyez dont les logos sont affichés, ACF, Handicap International, Solidarité, et actuellement, je suis avec CBM. Et avec CBM, je coordonne un programme d'action humanitaire qui couvre 4 pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale, donc dont la RDC, le Nigeria, le Cameroun et le Niger. CBM intervenait justement aussi en Côte d'Ivoire à travers un partenaire local jusqu'à tout récemment. Actuellement, nous sommes en train de fermer. Nous sommes dans le processus de fermeture en Côte d'Ivoire, malheureusement. Mais c'est une organisation qui intervenait jusqu'à un passé très récent en Côte d'Ivoire également. Donc, rapidement, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Alors, j'ai mis un petit plan rapide ici, donc une petite présentation et également la présentation de
de l'objectif de la session. Ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet où nous allons voir, nous allons parcourir assez rapidement le secteur. Ça ne sera pas très long parce que je me dis déjà, nous avons une grande information sur le secteur. Ensuite, nous allons voir en termes de carrière. Déjà, on ne peut pas parler de carrière dans ce domaine sans parler des compétences clés. Nous allons voir comment construire en fait un profil compétitif. Nous allons naviguer un peu dans le marché, voir tout ce qui est emploi et aussi comment progresser. Sur quoi nous devons nous baser en fait pour pouvoir évoluer dans le secteur et nous allons conclure. Alors, voilà, je reviens un peu sur la présentation, ça c'est bon. Alors, l'objectif rapidement, aujourd'hui je suis ici, hein, c'est pour fournir les clés concrètes et les stratégies assez claires pour pouvoir rentrer dans le secteur, construire son profil et ensuite évoluer dans sa carrière. Donc, c'est de l'ensemble de tout ça que nous allons pouvoir discuter. Alors, j'aimerais qu'on puisse commencer d'abord par le tout petit aperçu du secteur. Du secteur du développement durable, un peu d'humanitaire et tout. Déjà, il nous faut en fait comprendre que nous avons vraiment une diversité d'acteurs dans le secteur et nous avons les ONG, nous avons les acteurs onusiens, donc toutes les agences des Nations Unies, nous avons les ONG internationales, nous avons les ONG locales sur lesquelles je vais mettre un peu d'accent durant la présentation. Et contrairement à ce que voilà, nos jeunes pensent, nous avons également les entreprises sociales qui font partie du secteur. Nous avons les fondations, les agences gouvernementales. Nous avons le secteur privé, donc pour les responsabilités sociétales des entreprises. Et j'oubliais en fait un tout petit peu un élément ici, c'est même les agences de bailleurs, donc comme l'Union européenne, la coopération belge et tout ça, ils font également partie du secteur. En termes de rôle ou en termes de poste, déjà, je l'ai scindé en deux. Où nous avons une grosse partie de la machine qui intervient sur le terrain, où nous avons les coordinateurs de projet, les logisticiens, les responsables sectoriels ou disons plutôt les spécialistes, voilà, donc que ce soit la santé, l'eau, l'éducation, le changement climatique. Nous avons nos amis du suivi évaluation, nous avons les ressources humaines, la sécurité, la sauvegarde, la communication, et toute la machine sur le terrain coordonne en fait la mise en œuvre des activités. Nous avons des postes au niveau siège qui sont des postes appui ou support qui font la mobilisation du financement, beaucoup de plaidoyer aussi, le recrutement des ressources humaines et les envoyer sur le terrain au cas où il faut trouver des expatriés, l'appui et le support opérationnel et aussi être en lien avec le bailleur ou les bailleurs de façon générale. Donc, un peu ça. Et l'ensemble de ces postes sont disponibles à nous, à notre portée. Et je vais faire un petit détour sur les postes sièges à travers cette slide. Alors, il nous faut, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, il nous faut en fait comprendre un peu comment ça fonctionne, quelles sont les tendances actuelles pour nous permettre de savoir se positionner, ce qui est hyper important. On ne peut pas rester dans un secteur juste comme ça et penser que, OK,
la manière dont le secteur se comporte depuis 1990, c'est de la même manière que nous pouvons évoluer aujourd'hui, non. Aujourd'hui, nous avons la localisation où nous parlons de tout ce qui est l'importance des acteurs locaux. C'est vrai, je vais revenir un peu sur la localisation dans la partie carrière et progression, mais on peut rapidement faire un petit crochet dessus ici et faire le lien avec cette slide-là, les postes sièges. Dans le cadre de la localisation, nous voyons de plus en plus de postes qui étaient des postes sièges qui sont en train d'être délocalisés et envoyés sur le terrain aujourd'hui. Et vous verrez, par exemple, déjà CBM le fait très bien. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, moi, je viens de virer de mon poste de coordinateur de projet régional vers un poste qui est un poste siège, mais délocalisé sur le terrain. Donc, je suis revenu au Togo. Et nous avons également d'autres grandes ONG qu'on peut voir comme les ONG comme les ONG anglo-saxonnes qui également le font très bien. Après, nous avons aussi, comme Madame le disait tout à l'heure, nous avons la problématique du changement climatique, de la protection de l'environnement qui devient de plus en plus d'actualité et qui doit en fait être intégré dans l'ensemble des programmes que nous mettons en œuvre. Sans oublier que la problématique du changement climatique même est une problématique, est une thématique à part entière où nous avons, enfin, où le secteur a besoin également des experts dans ce domaine-là. Nous avons les innovations et la technologie, donc l'utilisation de la technologie, de tout ce que nous connaissons, les outils numériques, au profit du secteur du développement durable et de l'humanitaire. Okay? Et après, un dernier élément, c'est les partenariats multi-acteurs où les partenaires internationaux et les gouvernements arrivent à coopérer ou, bref, l'exigence de pouvoir coopérer avec le secteur privé, les ONG nationales, les gouvernements pour avoir plus d'impact sur le terrain. Nous allons revenir sur la localisation parce que c'est un élément hyper important dans la carrière également. J'aimerais rapidement faire un petit tour sur les compétences dont nous avons besoin. Et il y a un élément très important que j'aimerais aborder ici, qu'il faut vraiment que nous notons. Nous avons les compétences techniques. Plus besoin de les parcourir vraiment en gros détail. Je les ai scindées assez rapidement. Nous avons la coordination de projets, de programmes. Nous avons les aspects sectoriels, donc tout ce qui est vraiment des techniciens, que ce soit dans le domaine de la médecine, la WASH, le changement climatique, le genre, la protection, ainsi de suite, l'agriculture, la nutrition, tout ce que nous voulons. Nous avons les services support, les RH, la logistique, la sécurité, ainsi de suite. Nous avons ceux qui font la gestion des portefeuilles, ceux qui développent les projets et tout. Rédaction des rapports, être en lien avec le bailleur, faire les communications et tout. Donc, ce sont des opportunités. Cependant, au-delà de l'aspect technique, il y a un élément que nous, excusez-moi d'utiliser le terme, que nous, les Africains, beaucoup plus ouest et central, nous ignorons, c'est ça. Les compétences transversales ou comportementales, ou voilà, ce que les anglophones appellent les soft skills. Il faut comprendre que le secteur du développement durable et de l'humanitaire n'est pas du privé. Et au-delà d'être bon, exemple, au-delà d'être bon dans le genre, au-delà d'être bon dans la sécurité alimentaire, au-delà d'être bon dans le changement climatique, le secteur a besoin des personnes qui vont au-delà de ces différentes compétences-là.
j'ai mis 5 compétences clés qui sont des soft skills, notamment l'adaptabilité, la résilience, qui nous permet d'aller vers des contextes ou des environnements vraiment complexes pour pouvoir s'adapter et surtout dans les environnements changeants. Pourquoi j'aimerais insister sur les environnements vraiment changeants aussi parce que, comme vous le savez, les choses évoluent très, très vite dans nos pays. Nous voyons tout ce que nous voyons tout ce qui se passe dans les pays du Sahel. Nous voyons les différents débordements dans nos pays. Donc, les choses changent vraiment et de façon très rapide. Donc, il faut savoir s'adapter et être résilient. La communication interculturelle, c'est un domaine qui est très interconnecté avec la mondialisation que vous connaissez. On affecte un Chinois rapidement, je ne sais pas, dans une ambassade en Côte d'Ivoire. On peut affecter un Belge rapidement dans une ambassade de la Belgique au Togo, ainsi de suite. Donc, il faut avoir cette capacité de pouvoir collaborer avec cet environnement multiculturel et travailler dans cette équipe vraiment diverse. Même dans le même pays, quand tu prends un pays comme le Cameroun, quand tu prends un pays comme la Côte d'Ivoire, où il y a énormément d'ethnies, on peut te prendre dans le sud de la Côte d'Ivoire, t'envoyer dans le nord de la Côte d'Ivoire, et ce n'est pas du tout les mêmes réalités. Il faut avoir cette capacité pour pouvoir collaborer, travailler dans la communauté avec une bonne adaptabilité. La résolution des problèmes. Il ne faut pas forcément attendre que non, voilà, ça, c'est un problème qui est là, on le voit, mais on attend au lieu d'aller chercher en fait des solutions vraiment créatives face aux défis. Et ça, personnellement, ça, c'est une compétence qui m'a permis à moi de pouvoir évoluer à mes débuts pour passer le niveau supérieur. Le travail d'équipe et le leadership. Le travail d'équipe, si tu ne peux pas collaborer, une seule main ne peut jamais acclamer. Donc, il faut forcément avoir des personnes et voilà, des personnes. Il faut s'entourer en fait des bonnes personnes et avoir cette capacité de pouvoir travailler avec eux et de pouvoir les leader à un certain niveau de responsabilité. Et après, il y a l'éthique et l'intégrité. Il y a l'éthique et l'intégrité qui va un peu aussi et se rabat un peu sur la redevabilité et la protection également. Il faut faire confiance aux personnes avec lesquelles nous travaillons, aux partenaires avec lesquels nous travaillons, la communauté, faire confiance en sa capacité, ainsi de suite. Donc, j'aimerais résumer cette partie en disant que ces compétences transversales sont aussi importantes que les compétences techniques que nous avons. Des fois même, ce sont ces compétences-là qui font vraiment la différence. Alors, pour évoluer, il faut construire un profil vraiment compétitif, très compétitif. Je n'ai pas envie de nous faire peur à nos jeunes, peut-être qu'ils sont parmi nous, mais il faut construire un profil vraiment, vraiment compétitif dans le sens où nos écoles, nos universités ont une manière de nous former. OK? Étant donné que nous sommes dans un monde vraiment global actuellement, nous avons de la compétition qui vient de partout. Un Kenyan va débarquer au Togo, un Togolais va débarquer en Côte d'Ivoire, un Chinois va débarquer au Cameroun, un Belge va débarquer en Australie, ainsi de suite. Et chacun vient avec ses bagages. Et si tu es là et que tu n'as pas un profil vraiment compétitif sur le marché, forcément que le marché va t'éjecter. Ou tu seras là, tu vas te contenter des petites opportunités et ceux qui sont très compétitifs vont passer en fait au niveau supérieur. Je vais continuer avec les formations, donc toujours dans comment construire ce profil compétitif. Il faut d'abord voir le côté diplôme ou voilà. Et justement, j'aimerais faire un clin d'œil à
l'université Alassane Ouattara et Madame Okayala également pour ce master que vous avez mis en place. Pour moi, en fait, aujourd'hui, il ne faut forcément pas quitter l'Afrique pour aller chercher. Ça ne fait pas sens. Ça ne fait pas du sens que si nos frères doivent travailler dans nos pays, ils doivent parcourir des milliers de kilomètres, aller en Europe ou voilà, dans des écoles hyper chères, dans des universités hyper chères pour pouvoir acquérir ces compétences-là. Nous avons des écoles qui peuvent former. Nous avons des experts dans nos pays qui peuvent transmettre leurs connaissances à nos frères et à nos sœurs et aux professionnels qui veulent se reconvertir. Donc, c'est une très belle occasion et une bonne opportunité aussi pour toute l'Afrique pour pouvoir renforcer ses capacités. Et quand j'aurai besoin de faire un deuxième master, t'inquiète pas, rapidement, moi, je vais me rabattre sur vous, surtout que c'est aussi en ligne. Donc, le développement international, les sciences politiques, la santé publique, l'environnement, le climat, la gestion de projet, tout ça, ce sont des diplômes qu'il faut avoir. Et il faut viser, franchement, il faut viser les grandes écoles et des diplômes qui pèsent sur le marché. Des certifications, il faut aller vers des certifications, les PMP, les CAPM, les Prince 2, les formations en sécurité, les formations comme le HIT, une très bonne formation aussi pour ceux qui veulent aller dans l'humanitaire, les PMD Pro, très bonne formation aussi, Sphère, le HPAS, donc ce sont des certifications que vous pouvez avoir. Et il y a un élément vraiment important sur lequel j'aimerais mettre aussi l'accent ici, c'est l'apprentissage continu. On va revenir un peu dessus aussi un peu plus tard. On ne peut pas se former aujourd'hui. Moi, par exemple, j'ai eu mon diplôme, ça fait combien d'années? Je me rappelle un peu, ça fait tellement longtemps. Je crois 2016. La licence, 2018 ou 2019, le master. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. De nouvelles connaissances sortent, de nouvelles méthodologies sortent. Il faut forcément aller se renforcer ses capacités. L'intelligence artificielle nous met la pression. Donc, ce sont des choses qu'il faut vraiment mettre en pratique. Alors, pour faire une petite pause ici, j'ai rassemblé l'ensemble. Il y a un fichier Word que je vais envoyer à Madame Okayala après, qui pourra vraiment aider, où j'ai mis l'ensemble des sites carrière recrutement, des ONG internationales, des ONG nationales qui sont aussi en ligne, les coopérations décentralisées, les sites bailleurs également. Donc, j'ai mis tout ça dans un fichier que je vais pouvoir partager. Par rapport aux certifications également, c'est dans le même fichier. Les sites d'apprentissage continu comme les Kaya Connect et tout ça, les Disaster Ready, il y a les plateformes certifiantes aussi des agences comme la FD et tout, dans le même document. Donc, c'est assez structuré et vous allez vous en sortir. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment aider. Alors, l'expérience pratique. Ici, l'erreur que beaucoup d'entre nous commettons, c'est à ces deux premiers niveaux, le volontariat et les stages et profils juniors. J'aurais aimé vous montrer certains profils avec lesquels j'avais déjà travaillé, mais bon, on n'a pas du temps pour ça, mais je vais juste vous expliquer. Généralement, nous pensons que les volontariats et les stages ne font pas partie en fait de l'emploi. C'est une grosse erreur que nous faisons. Les volontariats et les stages, les programmes de recrutement des profils juniors de la CRS et d'autres font partie en fait de l'emploi. L'une des clés que moi j'avais utilisées aussi quand j'étais aussi à mes débuts, c'est que si vous voyez les volontariats et les stages, j'avais fait assez de volontariats et de stages
Et ce sont des choses que je mets vraiment en exergue, je mets en valeur sur mon CV. Et ça, je l'ai appris des volontaires de l'Union européenne et des volontaires des Nations unies. C'est chez eux que je l'ai appris. Alors, dans le volontariat, on peut avoir le volontariat des Nations unies, mais ne vous cantonnez pas uniquement sur ces genres de volontariat très structurés. Aujourd'hui, si nous avons une compétence, nous pouvons aller voir une association, une ONG nationale, une ONG internationale et dire, OK, voilà, j'ai telle compétence et j'aimerais travailler pour vous en tant que volontaire. Surtout en cette période, ça c'est une astuce aussi que je donne, surtout en cette période, c'est vraiment recherché, étant donné que nous avons la diminution, donc la baisse des financements, alors que le travail est toujours vraiment intense sur le terrain. Donc, beaucoup de profils sont partis au chômage, comme vous le savez, à cause de tout ce qui s'est passé, mais il y a toujours du boulot à faire. Donc, proposer ces compétences à des organisations, que ce soit internationales, nationales, locales, tout ce que nous voulons, peut vraiment faire la différence. Des stages, les opportunités de profil junior peuvent vraiment faire la différence. Les expériences terrain, ce sont les expériences que nous avons tendance à valoriser le plus, mais n'oubliez toujours pas les deux premiers également. Surtout quand vous êtes en début de carrière, n'oublions surtout pas ces deux éléments. Et il y a les expériences aussi transversales qu'il faut donc, voilà, la gestion, la communication, la finance et tout. Donc, ce sont tous des expériences du domaine. Donc, construisez. Donc, vous pouvez commencer en termes de carrière. Nous tous, perso, moi, par exemple, moi, j'ai commencé en tant que stagiaire. Donc, le plus important, on va le voir tout à l'heure, le plus important, c'est de se dire, OK, je commence en tant que volontaire ou stagiaire aujourd'hui, mais dans 5 ans, je me vois où? Et c'est ça, ça fait vraiment la différence entre quelqu'un qui va faire du volontariat ou du stage juste pour le faire et quelqu'un qui fait du volontariat et le stage pour évoluer vers un autre niveau. Et c'est ça que nous allons aborder dans ce chapitre, je crois que c'est le dernier également, donc pour aller rapidement. Donc, comment naviguer dans le marché et progresser. En termes de recherche d'opportunités, ça, je viens d'en parler. Nous avons plusieurs sites que vous pouvez utiliser. Donc, il y a les sites généraux, il y a les sites des carrières, des ONG, des coopérations, des bailleurs et tout ça. Vous allez l'avoir dans le document. Il y a les alertes emploi qu'il faut aussi avoir et il ne faut jamais, jamais négliger les candidatures spontanées. Il y a une petite histoire, juste 1 minute que j'aimerais vous raconter. Avant d'arriver chez Solidarité Internationale, plusieurs années plus tôt, vraiment plusieurs années plus tôt, je crois 4, 5 ans plus tôt, j'avais postulé 2 fois aux candidatures spontanées. Et vous ne pouvez pas imaginer. Bon, bref, si vous êtes dans le domaine humanitaire aussi, en fait, il y avait aussi le site, comment ça s'appelle, l'adresse email sur lequel tu peux peut-être envoyer des petits messages d'encouragement, ainsi de suite. Et je l'avais fait également. Et des années plus tard, quand Solidarité m'a contacté pour un poste, ensuite en RDC, et après, c'était finalement le Nigeria, je n'avais pas postulé. Je n'avais pas du tout postulé, j'avais écrit en fait un post sur LinkedIn rapidement. J'ai écrit dessus la semaine dernière même sur LinkedIn. Et ils m'ont contacté, ils m'ont demandé si j'étais intéressé par un poste. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Et le RH m'a envoyé mon CV. Je ne lui ai pas envoyé mon CV. C'est lui plutôt qui m'a envoyé mon CV. Et je remarque que c'est le CV que j'avais utilisé dans la candidature spontanée plusieurs années plus tôt. Ouais. Et c'est là, j'ai dit, ah, OK, donc ces gars, ils reçoivent vraiment les candidatures spontanées. Et bon, après, oui, je lui ai dit non. Entre-temps, ça a évolué. J'ai mis à jour le CV et j'ai repartagé avec eux. Donc, ne négligez surtout pas les candidatures spontanées aussi.
Parfait. Ghislain a la main levée. Bon, je vais terminer tout à l'heure quand même. Alors, dans les candidatures, ici, vraiment les amis, tout se joue. Presque tout se joue ici. Tu auras être bon techniquement, tu auras un très bon profil, de très bons soft skills, tu auras beau maîtriser le secteur, tu auras un beau réseau et tout. Mais si ton CV et tes lettres de motivation ne calent vraiment pas à ce que le recruteur demande, ça va passer vraiment à côté. Franchement, les amis, l'histoire d'envoyer un seul CV à 10 000 offres, c'est révolu. Personnellement, l'astuce que moi j'utilise, c'est l'intelligence artificielle. Franchement, ça marche très bien. Prendre la fiche de poste, prendre le CV, les mettre ensemble et demander à l'IA de l'analyser. Il fait les analyses et ensuite, qu'est-ce que je demande? Je lui dis, OK, une fois ces analyses effectuées, quels sont les mots-clés qui manquent dans mon CV? Il me propose et je lui dis quels sont les mots-clés qui manquent dans le CV en fonction des sections du CV. Il me propose exactement les mots-clés en fonction de chaque partie de mon CV et il me dit là où je peux les insérer et je le fais. Mais il faut prendre en compte le fait que si vous n'avez pas une compétence et que l'IA vous la propose, ne la mettez pas. OK? Il faut valoriser vos stages, vos volontariats, il faut valoriser les compétences transversales vraiment sur le CV. Et ça, c'est entre nous. Je n'ai jamais vu, j'ai reçu beaucoup de CV des profils occidentaux, mais je n'ai jamais vu stage dessus. Pas parce qu'ils n'ont pas fait de stage, pas parce qu'ils ne mettent pas les stages sur le CV, mais ils savent comment les valoriser. Donc, il faut savoir comment valoriser votre stage également sur votre CV. Dans les descriptions, donc la partie expérience, là où vous décrivez ce que vous avez fait, il faut mettre en avant l'impact que vous avez eu. Il faut quantifier en fait les réalisations. Il faut voilà, démontrer la compréhension du mandat. Quand vous voulez faire votre lettre de motivation et tout ça, il faut les mettre dedans et en plus des connaissances techniques. Et si vous passez la phase de sélection et que vous allez en entretien, voilà, ça c'est un premier. Vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mieux se préparer. Il faut vraiment se préparer. Pour la petite confidence, le tout nouveau poste que je viens d'avoir, le poste de coordinateur aux opérations support que je viens d'avoir avec CBM, c'est un poste qui est ouvert dans tous les pays de CBM pour tout le personnel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit qu'ils cherchaient un profil anglophone. OK? Moi, je suis un profil bilingue. Je ne peux pas concurrencer, en termes d'anglais, je ne peux pas concurrencer avec les Kenyans, les Nigérians, les Ougandais, qui sont vraiment des profils natifs, donc natifs anglophones. Ils ont étudié en anglais, ainsi de suite. Mais ce qui a fait la différence, selon les RH, ce qui a vraiment fait la différence, c'est que j'ai pris le temps de me préparer. J'ai préparé l'entretien, j'ai l'habitude de le dire, je ne le cache pas, j'ai préparé l'entretien de 21 h, donc du soir, jusqu'à 5 h du matin. Je suis parti me coucher un peu pour remettre tout en place dans mon cerveau et j'ai passé l'entretien à 9 h. Donc, tout était vraiment au point. Prenez la fiche de poste, posez-vous la question, qu'est-ce qu'on peut demander pour justifier ou pour montrer pour démontrer le fait que le candidat maîtrise chaque responsabilité. Ouais. Et voilà, il faut préparer les questions qui reviennent souvent, les questions habituelles, présentez-vous, quelles sont vos forces, vos faiblesses, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il faut préparer des études de cas. Si on me demande ça, dans telle situation, qu'est-ce que je peux faire? Telle situation, qu'est-ce que je peux répondre? Il faut poser des questions pertinentes pour démontrer en fait votre intérêt, l'intérêt à la position, l'intérêt à l'organisation, pour montrer sa capacité de réflexion.
Et bien évidemment, ça permet aussi de démontrer qu'on maîtrise le mandat de l'organisation et ce que l'organisation fait. Il faut faire des recherches dessus avant d'aller dans l'entretien. Maintenant, dans le développement de carrière, je conseille toujours qu'il faut commencer quelque part. Je vois des candidats qui disent « Oh non, nous, on ne peut pas aller commencer maintenant à un niveau assistant parce qu'on a déjà un master, on a payé 5 millions pour le master, on ne va pas aller vers un petit boulot. » Ce sont des erreurs que nous commettons. Quand vous allez dans une organisation, pensez à la mobilité interne. Oui, comment vous pouvez évoluer, mais pensez également à la mobilité externe. Allez vers d'autres horizons. Ne restez pas sur votre CDI longtemps. Ne pas rester dans sa zone de confort. Sortez. Ça vous permet de comprendre d'autres méthodes de travail, d'autres organisations, d'autres systèmes, d'avoir d'autres compétences techniques, ainsi de suite. Donc, d'acquérir de nouvelles compétences. À un moment donné, si vous êtes dans un domaine, vous pouvez vous spécialiser, oui. Vous pouvez aussi accepter de demeurer généraliste comme nous autres. Aujourd'hui, moi, j'ai un profil vraiment généraliste, ce qui fait que je peux travailler sur plusieurs thématiques dans la coordination de projet. Ça nécessite beaucoup plus de travail. Je ne mets pas en doute tout le travail que la spécialisation aussi demande, mais il faut trouver en fait l'équilibre en fonction de nos propres centres d'intérêt. Il faut planifier sa carrière. Le point là devrait être le tout premier point que j'allais vous dire. En fait, si vous ne planifiez pas votre carrière, aujourd'hui, on va vous dire, il y a un poste assistant programme ici, vous allez courir. Ou demain, on va nous dire, OK, il y a un poste de coordinateur de projet je ne sais pas, ONU Climat, on va courir aller là-bas. Demain, on va nous dire, non, en fait, il y a un autre poste de, je ne sais pas, de chargé de suivi et évaluation, on va courir aller là-bas sans forcément avoir en tête cette notion de progression, OK? Ou cette notion d'avoir un lien entre le parcours que nous avons. Donc, il faut planifier la carrière. Ça nous permet en fait d'avoir une direction dans laquelle aller. Maintenant, renforcer les capacités, oui, mais attention. Après avoir planifié la carrière, on analyse, je vais aussi envoyer à madame un fichier qu'on peut utiliser pour pouvoir planifier la carrière. On a dans la planification de carrière nos compétences, nos forces et nos faiblesses. OK. On veut aller vers un niveau C, par exemple. Dans le livre de Madame Okayala, elle a dit quelque chose que j'ai l'habitude de dire aussi à mes étudiants, c'est que quand vous voulez aller le niveau C que le candidat, auquel le candidat aspire, excusez-moi, qu'est-ce que le candidat doit faire? Le candidat doit en fait aller chercher des fiches de poste du niveau C, OK? Analyser ces fiches de poste et se demander quelles sont les compétences et les exigences de ce niveau C. Okay? Le candidat le met de côté. Il prend sa fiche de planification de carrière et il se demande qu'est-ce que moi j'ai. Donc, quelle est ma baseline, mon niveau initial? OK. Donc, pour quitter ce niveau initial ou ce niveau où je suis aujourd'hui, pour aller vers le niveau C, quelles sont les compétences dont j'ai besoin? Quels sont les éléments de formation dont j'ai besoin? Il les liste. Où est-ce que je peux trouver ces compétences-là? Est-ce que j'ai besoin de refaire un autre master? Est-ce que j'ai besoin d'aller voir Boot Expertise pour voir le master, pour m'inscrire au master, au nouveau master? Est-ce que j'ai besoin plutôt des certifications? Est-ce que j'ai besoin de renforcer mon leadership? Est-ce que j'ai besoin de renforcer plutôt ma confiance en ma personnalité? Est-ce que j'ai besoin de savoir, d'améliorer mon verbe? De quoi ai-je besoin? Et c'est ça que le candidat doit pouvoir c'est sur ça que le candidat doit pouvoir travailler pour pouvoir
renforcer ses capacités et aller passer le niveau supérieur. Et n'oublions toujours pas, quand je parlais aussi des soft skills qui sont très, très, très importantes, ne nous cantonnons pas uniquement sur les compétences techniques, mais jugeons également nos soft skills. Les avantages de la localisation pour notre carrière aujourd'hui en tant qu'Africains. Alors, nous avons dans les années, il y a 5, 10, 15, 20 ans, nous avons ce flot de personnel expatrié qui débarque dans nos pays, dans nos différents pays. Moi-même, j'ai été expatrié, je n'ai rien contre le système, et qui travaillent, ce qui est très bien. Aujourd'hui, nous pouvons, voilà, tous les candidats peuvent développer leurs capacités pour aller en expatriation, ce qui est très bien. Mais de plus en plus, comme je le disais, il y a la nationalisation des postes. Donc, faisons un focus sur la carrière. Il y a la nationalisation de beaucoup de postes qui permet en fait aux locaux, donc les candidats locaux, de pouvoir aller vers le niveau stratégique, donc d'avoir des postes stratégiques également. OK? Donc, renforcer le leadership local. Et beaucoup de postes stratégiques, directeurs pays, directeurs géographiques, ainsi de suite, contrairement à la génération passée, sont maintenant occupés par des nationaux. Et ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle pour nous, les Africains. Ça veut dire quoi? Il nous faut en fait, encore une fois encore, développer nos capacités. Et les capacités développées nous permettront d'aller vers ce niveau et de pouvoir trinquer aussi à la table des décideurs. Vous voyez, donc d'occuper ces postes-là. Pour les profils expatriés, ce qui est bien, c'est que moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait à un moment donné, quand j'étais un peu fatigué, très, très fatigué des postes à l'expatriation, je me suis dit, OK, il me faut revenir maintenant au niveau national et c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché un poste dans mon pays et c'est ce que j'ai eu là. Et comme vous le savez, il ne faut pas vraiment qu'on se leurre la face. Nos pays aiment ce qui vient de l'extérieur. Donc, au lieu d'aller chercher ce qui vient de l'extérieur chez une autre nationalité, ils vont chercher, voilà, leur propre, donc le fils du pays, mais qui travaille à l'extérieur et le faire venir au niveau national. Ça, c'est toujours les avantages de la localisation. Et ce sont des opportunités que nous avons aujourd'hui pour pouvoir évoluer en fait dans notre carrière. Mais voilà, il faut analyser, il faut bien analyser les choses, renforcer ses capacités comme je l'ai dit. J'aimerais rapidement s'arrêter sur ça pour conclure en disant que les opportunités sont là. La carrière nécessite une très bonne stratégie. La carrière nécessite du sacrifice. On ne peut pas vouloir en fait évoluer sans donner quelque chose ou sans faire des sacrifices. Donc, merci beaucoup. Bonne chance à nous tous. Le ciel n'est même pas la limite. On peut aller là où nous voulons. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que Madame Mukaila puisse être représentante de l'Union européenne où elle veut aussi, que nos frères évoluent vraiment de ouf comme nous le voulons. Et je souhaite bonne chance. N'oublions pas, renforçons nos capacités. Les compétences transversales sont aussi importantes que les compétences techniques. Il faut bien se préparer. Il faut aller vers l'éthique pour pouvoir les utiliser à notre profit. Je vous remercie. Ça a été un peu court et j'espère avoir vraiment été à la hauteur. Merci les amis. Merci beaucoup, cher expert. Vraiment, on a été, moi particulièrement, j'ai été très captivée par l'intervention et j'ai même pas eu besoin de dire aux participants de faire des ovations. Donc, ça se voit déjà, les acclamations sont venues tous seuls. Donc, je pense que c'est un élément de mesure de la satisfaction des participants. Donc, vraiment, merci beaucoup pour tous ces conseils très pratiques. On voit l'expérience, on voit l'expertise dans les éléments qui ont été partagés
Et je pense même que notre expert est allé même au-delà de ce que moi-même je pensais qui aurait pu être dit en 20-30 minutes. Donc, vraiment, merci. Effectivement, le temps a été court, mais bon, ce sont des sessions de webinaire qui ne durent pas. Avant de laisser la parole pour poser des questions, donc, je voudrais revenir rapidement sur le profil de l'expert. Il a été très modeste dans sa présentation, mais M. Messon est également, bon, je dirais, producteur de contenu sur LinkedIn. Donc, je vous invite quand même à aller sur son profil LinkedIn. C'est simplement Messon Aïka. Vous allez trouver son profil qui partage vraiment beaucoup de conseils pratiques, beaucoup d'informations sur les secteurs. Il y a eu quelques années en arrière, les gens se plaignaient ou les gens évoquaient le fait qu'on n'avait pas vraiment d'informations sur le secteur parce que le domaine semblait hermétique, mais c'est normal parce que pour vous qui êtes à l'intérieur, vous savez ce que c'est. Il n'y a pas vraiment beaucoup de temps pour sortir de tout ce qui est en train d'être fait comme activité, comme action, pour venir partager des éléments sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas par manque de volonté, bien souvent, mais c'est par manque de temps. Et aujourd'hui, de plus en plus, les gens partagent des expériences pratiques, des informations sur le secteur. Donc, M. Messon est l'une des personnes qui partage vraiment des contenus de qualité et des informations pratiques sur le secteur. Je vous invite à aller sur son profil LinkedIn et à vous nourrir et à bénéficier aussi de toutes ces expériences qui sont partagées. Et en plus, il a également lancé un programme de mentorat pour faciliter ou pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, notamment ceux qui sont au niveau du Togo. Mais je pense que c'est ouvert aussi à d'autres pays. Bon, à la fin, M. Messon reviendra là-dessus pour vous donner quelques informations. Donc, vraiment, tout ça, c'est dans le but de partager des informations pour emmener nos frères et sœurs sur le continent africain à comprendre comment ce secteur, qui est énormément pourvoyeur d'emplois, à comprendre comment le secteur fonctionne, comment on peut avoir des opportunités dans le secteur, comment on peut évoluer et surtout comment on peut se retrouver à des postes stratégiques, ce qui est important pour nous, Africains, pour pouvoir mieux négocier les contrats ou les partenariats entre nos pays, de sorte que les projets qui sont menés puissent avoir énormément d'impact sur nos communautés, sur nos pays. Donc, je vais vous laisser la parole. Je vois que certains avaient déjà commencé à poser des questions, donc je ne vais vraiment pas prendre encore plus de temps que ça. Vous avez la parole et voilà pour les questions. Il suffit juste de lever la main. Je vous donnerai la parole et puis vous poserez votre question. Il y avait déjà une première question, le temps que je vois des mains levées, il y avait déjà une première question dans le chat qui demandait quelle IA utiliser pour l'analyse du CV et les conseils que vous avez partagés tout à l'heure. Donc, Esther, peut-être, juste comme entrer en matière des questions, le temps que les autres lèvent la main pour poser des questions. OK. Alors, moi, j'utilise notamment deux IA. J'utilise ChatGPT, j'utilise Gemini. Gemini, d'ailleurs, moi, je dis Gemini est d'ailleurs plus puissant que ChatGPT. Parce que ça vous permet en fait d'avoir beaucoup plus de quantité de tests. Je crois que ChatGPT accepte jusqu'à 128 000. Gemini accepte jusqu'à, si je ne me trompe pas, jusqu'à plus d'1 million de mots, enfin de tokens. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Donc, vous voyez que vous pouvez lui donner beaucoup. Vous pouvez lui donner, je crois, 8 fois plus de tests que ChatGPT. Donc, j'utilise Gemini de Google et il nous faut en fait copier la fiche de poste, il faut copier votre CV, les informations du CV, les mettre ensemble et le lui donner. Maintenant, après, c'est le prompting, dire, OK, il faut être en fait intuitif dans le prompt, savoir ce qu'on veut. OK, j'aimerais que tu puisses analyser le CV en fonction de ce qui est demandé dans la fiche de poste, en fonction des responsabilités. Il fait les analyses. Après, voilà, comment je peux renforcer le CV pour le rendre beaucoup plus pertinent. Il le fait et après, nous sommes des grandes personnes, nous saurons comment pouvoir mettre en fait ces éléments dans le CV. Donc, je conseille Gemini et ChatGPT, les deux le font, mais beaucoup plus Gemini. Merci. OK, merci beaucoup. Merci, M. Messon. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois que les gens ont mis, c'est très clair tout ça. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, oui, Monsieur Mwaka, allez-y. Voilà, merci beaucoup de l'exposé que M. Masson nous a proposé aujourd'hui. C'était très intéressant et très important pour nous. Mais ma question se situe au niveau de la recherche d'opportunités. Lorsqu'il a parlé de la candidature spontanée, là, je n'ai pas bien capté, il s'agissait de quel genre de candidature en soi. S'il peut être plus explicite par rapport à cela, ça nous aiderait à mieux comprendre cela. Merci. OK. D'accord. Je vais voir s'il y a une autre question. On prendra quelques questions et puis je vous laisserai la parole. Est-ce qu'il Ça y a marche. d'autres questions? En posant la question, il y a un peu qui... D'accord. Je ne vois pas encore de main, donc on va y aller. Peut-être que l'appétit viendra au fur et à mesure qu'on évoluera. Effectivement, Voilà. ça va venir. Alors, les candidatures spontanées, c'est simple, hein. Déjà, si vous allez la plupart du temps sur les sites, je le vois beaucoup plus dans l'humanitaire. Dans le développement, un peu moins quand même, mais il y a une autre astuce pour ça aussi. Malheureusement, je n'en ai pas parlé dans le document. Alors, sur les sites des ONG humanitaires, ça aussi, je peux l'ajouter au document dont je parle. Apparemment, ça va faire un très gros document, hein, mais bon, c'est pas grave, ça va aller. Et chaque organisation a sa page de candidature spontanée où vous pouvez aller, vous cliquez OK, candidature spontanée, ils vont vous demander un certain nombre d'informations et vont demander peut-être le CV aussi. Certains demandent, d'autres ne demandent pas. Anyway. Donc, et vous les chargez. Maintenant, il y a l'autre astuce également, c'est que si on est dans... OK, ça aussi, ça fait la différence entre les candidats. Si nous sommes dans un secteur, il nous faut en fait maîtriser le secteur. Les organisations qui recrutent le plus, les organisations qui recrutent souvent. Et des fois, je vais jusqu'à... Je connais en fait comment ça s'appelle? Les adresses email que les organisations utilisent pour pouvoir recevoir les candidatures. Ouais. Et à ce moment, à un moment donné, tu envoies ton CV et tout, de façon très polie, et ainsi de suite, en mettant en avant les compétences, j'ai ça, et j'aimerais mettre ces compétences, voilà, à disposition en tant que volontaire dans tel. Et ça, c'est simple à faire, hein. Tu vas sur Google, tu tapes, supposons, recrutement ONG, ça par exemple. Il te sort les recrutements et tu verras forcément l'adresse email de recrutement en bas, peut-être recrutement@tatata.com. Tu prends l'adresse email, tu le mets de côté et tu le fais pour voilà, toutes les organisations qui sont du secteur. Et après, tu personnalises vraiment le CV et la lettre de motivation de sorte à ce que ça puisse apparaître vraiment intéressant. Et c'est comme ça que c'est un système qui marche, surtout pour nos ONG nationales. Elles ont vraiment besoin de la main-d'œuvre et ça marche. Je l'ai conseillé à plusieurs personnes. J'ai eu vraiment des résultats. Donc, je la conseille à beaucoup de personnes. Surtout quand on est au début, ça marche vraiment. Quand on est à un niveau avancé, ce que moi je conseille aux gens, c'est d'être, créer de simples, comment ça s'appelle? Créer de simples contenus très techniques. Je les appelle les contenus BIP. Pour biper en fait les recruteurs sur LinkedIn. La personne lui a dit, ah, OK, donc cette personne sait faire ça. OK, d'accord. Une deuxième fois, une troisième fois, et suivez les RH de ces organisations-là. Il faut les suivre. Il faut les suivre, produisez des contenus, et les RH sont les personnes qui ne parlent jamais sur LinkedIn, mais qui voient tout passer. Donc, je vous conseille vraiment cette astuce aussi. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Messon. Vraiment beaucoup d'astuces. Beaucoup d'astuces qui sont partagées et qui sont vraiment très pratiques. Voilà, je vois les applaudissements de Monsieur Siluer. Voilà. Donc, vous avez la parole encore pour des séries de questions. Peut-être avant que quelqu'un ne lève la main. Je sais que le temps a été assez court, mais la question de l'anglais peut-être n'a pas été, n'est pas revenue comme un critère. J'aimerais quand même savoir, est-ce que c'est un élément important
pour pouvoir évoluer dans la carrière, déjà pour intégrer le secteur, mais aussi pour évoluer vers des postes de responsabilité. Et peut-être comme on peut le faire, surtout que pour la plupart, on est dans des pays francophones où parfois ça peut être compliqué. D'accord. C'est une très bonne question. Je ne sais pas comment c'est pas apparu dans la présentation, mais bon, voilà, c'est hyper important. Alors, l'anglais, pour commencer, j'ai pas envie de dire que pour commencer à nos débuts, je n'ai pas envie de dire que c'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que la personne va se dire dans sa tête à ses débuts que l'anglais n'est pas obligatoire jusqu'au moment où l'anglais devienne obligatoire. Et comme c'est une langue, on ne peut pas l'apprendre en 1 an, en 2 ans. Donc, j'ai envie de dire alors que l'anglais est obligatoire dès le début. OK? Pas forcément pour rentrer dans le système, non, mais pour évoluer à un moment donné, il le faut impérativement. Comme je viens de le montrer, avec la localisation, vous pouvez être aujourd'hui en Côte d'Ivoire et travailler aujourd'hui, moi, je travaille par exemple pour des pays comme le Guatemala, l'Inde, le Népal, le Nigeria. Donc, si tu n'es pas du tout habile en anglais, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, si nous aspirons à une carrière vraiment brillante, l'anglais fait partie des critères, est vraiment partie intégrante des critères. Maintenant, comment faire? Franchement, je dis souvent, aller pour des cours d'anglais, c'est utile au début. Tu vas apprendre le vocabulaire, tu vas apprendre la grammaire, l'orthographe, les irréguliers verbes, comment structurer les phrases et tout. Mais avec le temps, ce n'est plus suffisant. Il faut trouver un environnement où vous pouvez améliorer votre anglais. Par exemple, vous pouvez intégrer carrément des cours d'anglais, comment ça s'appelle? Conversation class, les classes de discours, de parole. Et il y a une astuce aussi qui peut vraiment aider, les Toastmasters Club anglais. Là, vraiment, c'est la prise de parole en public, mais uniquement en anglais. Donc là, tu travailles en même temps le stress, tu travailles en même temps le discours, tu travailles en même temps le vocabulaire et tout. Ça aide vraiment. Si vous avez d'autres conversation class que vous trouvez dans votre pays, dans votre ville, franchement, allez-y, fonçons. Et sur le programme de mentorat, ce que nous avons, la coordinatrice du Togo a eu la meilleure idée au monde de créer un English class pour les mentorer et on a un coach qui vient et qui les accompagne dessus. Ils le font 1 fois par mois. C'est déjà un début pour eux. Si vous avez la possibilité de vous offrir de petites vacances dans des pays anglophones, allez-y, allons-y. De petits moments, 1 semaine à Accra, 1 semaine au Nigeria, dans d'autres pays anglophones, si nous avons les moyens, franchement, ça encore, c'est la meilleure solution. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Messon. Oui, monsieur Seya Adoum. Seyi Adoum. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Seyi Oui, je viens de prendre le train en marche et j'ai trouvé que la présentation, elle est intéressante, mais c'est arrivé au bout, mais j'ai des questions. Tout à l'heure, le présentateur avait parlé de l'utilisation de ChatGPT pour ne serait-ce que modifier les motivations, les lettres de motivation ou bien le CV pour être en adéquation avec les postes en question. Or, il y a des recruteurs qui utilisent également des logiciels ou bien des applications qui permettent de détecter est-ce que le candidat a utilisé ChatGPT ou non. Comme il l'a présenté,
certainement, il aura des astuces pour contourner cela. Quelle est l'alternative pour vraiment voiler un peu qu'on a utilisé le chat GPT? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, je voudrais profiter. Il a parlé, tout à l'heure, vous avez parlé du mentorat que On vous a perdu? On ne vous entend plus. Ouais, je l'ai perdu aussi. le présentateur est en train de faire une brève présentation pour et comprendre quel. Ok, on vous a perdu un moment, mais ce que j'ai noté, vous voulez des informations, un peu plus d'informations sur le programme de mentorat. D'accord. Effectivement, oui. D'accord, c'est bien noté. Donc, je l'avais signifié pour le programme de mentorat. Quand on aura fini la série des questions, M. Messon reviendra là-dessus pour vous partager un peu plus d'informations pour permettre à tout le monde d'avoir l'information. J'ai vu quelqu'un qui a mis dans le chat même qu'elle faisait partie des mentorés et que le programme était présent dans 6-7 pays. En tout cas, je vous conseille énormément, en plus des informations qui seront partagées, d'aller sur LinkedIn. Il y a une page spécialement qui est consacrée au mentorat. Vous aurez davantage d'informations et vous pourrez suivre les actualités. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je laisse la parole à notre expert du jour pour intervenir sur la question? Oui, docteur Zio. Merci. On a été richement enseigné sur toutes ces questions-là. Et je voulais dire merci au présentateur, Monsieur Messon. Moi, ma question, c'est au niveau des compétences transversales comportementales. Parce que très souvent, bon, je ne sais pas si à ce niveau, il y a nécessité de formation ou bien on se laisse guider et puis lorsqu'on intègre une équipe, c'est là qu'on apprend. Parce qu'il disait que souvent même, c'est plus important que les compétences techniques. Parce que lorsqu'on se présente, on suppose qu'au niveau technique, bon, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais dans ces compétences comportementales-là, ça peut nous soustraire, voilà, de toutes ces choses. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il conseille en tant qu'expert pour son expérience? Voilà, c'est ma question. Merci. Merci beaucoup, docteur Zio. Donc, je vais laisser la parole à M. Messon pour intervenir sur les deux questions. La première, c'est quelle alternative pour, je ne dirais pas pour contourner, mais pour ne pas que les recruteurs sachent que tous les termes utilisés sont extraits de l'IA, qu'on a utilisé l'IA pour la mise à jour du CV. Et puis, la deuxième question, c'est celle de docteur Zio. Est-ce qu'il y a une formation ou comment on fait pour acquérir ces compétences transversales? Oui, cher Merci, madame, et merci à nos participants qui ont posé les questions aussi. La question de l'intelligence artificielle est hyper importante et franchement, merci d'avoir posé la question. Alors, ce que je conseille qui marche, quand nous utilisons l'intelligence artificielle pour pouvoir améliorer les CV, on ne demande pas en fait à l'IA de générer les informations à notre place, non. Ce que l'IA va faire sur le CV, dans la lettre de motivation, c'est quoi? C'est au lieu, en fait, en tant qu'humain, en tant que personne, au lieu de se poser, OK, au moment de postuler, au moment de refaire le CV, hein, au lieu de lire 4, 5, si c'est les offres des Nations Unies, c'est un autre cas, alors c'est tellement long. Donc, au lieu de se poser, les lire du début à la fin, et maintenant venir se demander, OK, quels sont les mots qui reviennent le plus? Ça revient le plus, ça revient le plus. Vous lui demandez en fait juste de sortir avec exactitude, sans mettre des synonymes, hein, OK? Les mots tels qu'écrits. Donc, de sortir ces mots-clés-là, tels que ça se trouve dans la fiche de poste. Qu'il ne donne pas de synonyme, qu'il ne reformule pas, non. Et qu'il le classe par section. Donc,
Dans les responsabilités, qu'est-ce qui est dit? Dans les soft skills, qu'est-ce qui est demandé? Qu'est-ce qui revient souvent? Dans les diplômes, qu'est-ce qui est demandé, qui revient souvent? Donc, voilà. Et il le fait. Maintenant, c'est à ce niveau que, en tant que personne humaine, on reprend ces mots-là un à un et on regarde où est-ce qu'on doit les mettre dans notre CV. Bien sûr, les éléments qui sont vrais. Donc, n'allons pas mettre des choses dans notre CV parce que l'IA nous les a recommandées, non. On ne va pas demander à l'IA de générer une lettre de motivation. Non, ça c'est interdit. Il ne faut jamais le faire. Ça, c'est ça en fait. Il ne faut jamais le faire. Ce qu'on va demander à l'IA, c'est après avoir rédigé notre lettre de motivation par nous-mêmes, on va lui demander maintenant, OK, de voir est-ce que la lettre de motivation répond aux exigences et surtout aux mots qui doivent se retrouver dans la lettre de motivation. Il va te dire non, mais plutôt management à la place de gestion. Il va te dire non, remplace ce mot par ce mot plutôt. Donc, c'est vraiment une question de lexique, une question de mots, de contenu. Étant donné que c'est les mêmes systèmes que les ATS que les recruteurs utilisent pour pouvoir sélectionner en fait les CV des candidats. Donc, l'IA ne va pas générer un CV, générer une lettre de motivation, non. L'IA va l'améliorer. C'est ça. Les soft skills, madame. Je suis en train d'écrire un livre sur... Je suis en train d'écrire un livre sur comment est-ce que la culture en Afrique de l'Ouest et centrale impacte notre développement de carrière. Je ne sais pas quand ça va sortir, mais ça va sortir. Et on se rend compte, quand j'étais en train de faire les analyses pour pouvoir écrire le livre, on se rend compte très rapidement qu'en fait, les soft skills sont vraiment liés à une partie des soft skills sont vraiment liés à notre culture. La capacité à parler, à dialoguer, la capacité à prendre des initiatives, la confiance que nous avons en nous-mêmes, en nos valeurs, en nos compétences, comment est-ce qu'on peut les vendre, comment sortir de sa zone de confort. Donc, il y a une partie qui vient de nos cultures. Au Togo, par exemple, je vais voir, il y a des Togolais dedans, il y a des 228, parfait. Au Togo, par exemple, on te dit, non, en fait, on ne parle pas à un adulte en le regardant droit dans les yeux. Alors qu'en entretien, tu vas aller, on te pose une question, tu vas regarder à gauche pendant que le RH est à droite. Il va se dire, mais non, cette personne, franchement, bon, c'est comme si elle fuit mon regard. Elle a peur de l'autorité. Ouais. Réclamer ses droits est synonyme d'impolitesse. Vous voyez. Alors que pour aller négocier les salaires, franchement, pour aller négocier une augmentation, c'est un droit. Donc, il faut aller et négocier sans forcément se mettre dans la peau de « OK, je vais aller embêter les RH ou je vais aller embêter mon N+1 ». Donc, il y a tous ces éléments qui sont purement culturels sur lesquels il faut travailler nous-mêmes, donc, en tant que personne. Je conseille aussi toujours à nos aînés, à nous-mêmes qui commençons par avoir des enfants, que ce sont des choses sur lesquelles il faut anticiper chez nos enfants d'aujourd'hui. Il faut bannir en fait certaines choses. Je ne dis pas que nos éducations et nos cultures sont pas bien, mais il faut essayer de trouver le juste milieu et rectifier des choses. Maintenant, chez nous, j'ai parlé des Toastmasters qui nous permettent d'améliorer notre confiance à parler en public et à gérer le stress. C'est un très, très, très bon moyen pour le faire, pour sortir de sa zone de confort. Il y a ça. Lisons. Lisons. Vraiment, celui qui a dit pour cacher une information à un Africain, il faut la mettre dans un livre. Bon, je ne dirais pas qu'il a dit la vérité, mais je ne dirais pas qu'il a aussi tort. Généralement, on n'a pas cette culture du livre, on aime plutôt les images, la télévision, les smartphones, mais
j'ai appris certaines choses dans ma carrière que je n'aurais jamais pu avoir dans les images, donc à la télévision. Lisons énormément. Un livre que moi j'avais lu, qui est tout le temps avec moi. Je vous le montre. Ce livre, c'est le livre qui m'a permis, voilà, le livre là, je l'ai publié entre-temps sur LinkedIn. J'ai toujours le bouquin là avec moi. C'est l'un des livres qui m'a permis de développer mon leadership quand j'étais encore junior. J'étais étudiant. Je l'ai vu chez un de mes amis qui travaille en ce temps à l'édition Harmattan. Et je dis, OK, tu peux me passer le livre? C'est le premier livre que j'ai lu de toute ma vie. C'est le premier livre que j'ai lu en entier, du début jusqu'à la fin, en moins d'une semaine. Tellement le livre est écrit dans un langage simple, mais très pertinent. Donc, lisons. Il y a énormément d'informations dans les livres. Ça permet en fait d'améliorer sa capacité à gérer les ressources humaines, le leadership et tout. C'est un très bon livre. Il y a un livre aussi tout récemment, qui fait partie l'auteur fait partie de la nouvelle génération, comment il s'appelle? Comment il s'appelle encore? Brillant quelque chose là, précis, qui écrit aussi très bien. Il y a d'autres, il y en a énormément qui écrivent. Et il y a un livre aussi qui a particulièrement aussi transformé ma vision de voir les choses. Il faut vraiment chercher ce livre aussi. C'est Accomplissez des miracles de Napoléon Hill. C'est un super livre qu'il faut lire. À lire impérativement. Impérativement. Ils ne pourront plus se passer de vous. C'est un très bon livre aussi à lire. Ça brise en fait notre conception de la passion et de la carrière. Donc, la passion dans le milieu professionnel, ça brise tout ça. Et comment évoluer dans le milieu professionnel, c'est un très bon livre également. Donc, ils ne pourront... Est-ce qu'on peut avoir le temps? OK. Ce sont des infos que je peux partager aussi à madame et madame vous les envoie. C'est pas des services, c'est pas les infos des services secrets, quoi. Et oui, la lecture, ça aide beaucoup. La dernière chose, des fois, il faut se mettre dans des situations d'inconfort. Il faut des fois, sciemment, en fait, mettre notre corps, notre cerveau à l'épreuve pour voir, OK, comment est-ce que je vais réfléchir? Faisons beaucoup de sport, c'est quelque chose que j'ai expérimenté qui a marché. Faisons du sport, faisons des randonnées sur de longues distances. Ça motive et ça nous aide à voir la douleur autrement. Ça nous aide à nous dépasser. Ça nous aide à canaliser notre cerveau, à lui dire non. En fait, voilà le point d'arrivée. Tu vas arriver là-bas. Même si ça te fait mal, tu dois arriver là-bas. Et à force de pouvoir travailler le cerveau comme ça, dans le milieu professionnel, même quand c'est difficile, même quand tu as des noms et tout, tu te rappelles en fait de quand tu étais dans tes randonnées, peut-être dans les montagnes ou dans la ville, et c'était difficile, mais tu as dit à ton cerveau, non, en fait, il faut que tu ailles jusqu'au point d'arrivée. Vous voyez? Et c'est comme ça que dans la vraie vie, tu vas discipliner le cerveau et lui dire non, il te faut aller jusqu'au fond. Et il le fait très bien aussi. Ce sont des choses, ce sont des astuces. Ça peut marcher pour certains, ça ne peut pas marcher pour d'autres, mais ça marche. Et si vous avez des difficultés, stress et tout, pardon, on est africain, mais voyons aussi de temps en temps des psychologues. Ce sont des gens qui aident énormément. Je vais terminer là-bas. Merci beaucoup, Monsieur Messon. On sent beaucoup de passion dans tout ce qui est partagé. Je pense que si on reste là, on risque de faire toute la journée. On a déjà fait 1h30 des séances et je pense qu'en peu de temps, beaucoup d'informations ont été partagées, beaucoup d'informations, beaucoup d'astuces que vous pouvez approfondir, que vous pouvez expérimenter. Et puis, ce sont des astuces vraiment pratiques
qui ont produit des résultats. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a demandé à l'expert de venir partager ses expériences. Donc, on vous encourage à prendre, on pense que vous avez pris bonne note, mais à appliquer ces différents conseils qui sont partagés. Et je vous partagerai dans le groupe WhatsApp le lien, les différents liens. Quand je recevrai la documentation de l'expert, je vous partagerai dans le groupe WhatsApp. Je vous enverrai également euh, le lien de la chaîne YouTube. Ben, je viens de le partager dans le chat, mais je vais le repartager encore dans le chat. Et je vais vous partager dans le chat le contact de notre collègue à qui il faut envoyer vos coordonnées pour vous ajouter au groupe WhatsApp. J'ai vu beaucoup de messages dans le groupe, dans le chat pour être ajouté au groupe WhatsApp. Ce qui sera le plus simple, c'est que je vous envoie son contact dans le chat maintenant et vous lui envoyez un message par WhatsApp et elle va vous ajouter simplement au groupe WhatsApp. Et puis, comme ça, dans le groupe WhatsApp, vous allez recevoir toutes les autres informations que vous avez demandées, le lien de la chaîne YouTube, la documentation qui sera partagée par l'expert également et tout ça. Donc, on a déjà fait 1h30, on tend vers 1h40 de séance. Je voudrais qu'on s'arrête là pour respecter notre timing. Mais avant, je voudrais dire merci beaucoup à notre expert du jour. Merci énormément pour cette ouverture d'esprit. Et c'est d'ailleurs ça qui a favorisé, juste pour la petite histoire, qui a favorisé la rencontre ou les échanges que nous avons eus dès les premiers instants sur les réseaux sociaux. On est dans un secteur, et le milieu professionnel, c'est vraiment le partage. C'est vrai, il y a la compétition quand on va sur le même poste, mais la vérité, dans ce secteur, comme on a l'habitude de dire, c'est un gros village en fait, où à force de travailler d'une organisation à une autre, on se connaît plus ou moins. Et ce qui facilite aussi, en plus de tous les conseils que l'expert a donnés, l'une des choses qui facilite l'évolution professionnelle dans ce secteur, c'est le réseautage. Non pas le réseautage forcément où il faut aller chercher, mais il a parlé des soft skills, des compétences transversales. C'est cette ouverture d'esprit, cette simplicité, parce qu'on apprend les uns des autres. Et tu peux te retrouver à un poste aujourd'hui où tu es manager et dans une autre expérience, tu vas te retrouver être le subalterne de celui qui était ton subalterne. Donc, ça demande beaucoup d'humilité et c'est vraiment l'un des éléments qui a facilité ce contact entre nous sur LinkedIn dans le partage des informations et ça se ressent tout de suite dans le partage des expériences qu'il donne, que ce soit ici, que ce soit sur ces plateformes. Il est assez ouvert. Donc, vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité du jour, de façon bénévole en plus, d'avoir pris du temps pour nous enrichir de toutes ces belles informations. Avant de peut-être dire le mot de fin pour clôturer avec les participants, je vais redonner la parole à notre expert pour présenter brièvement le programme et puis comment on peut avoir les informations. Est-ce que c'est encore possible de s'inscrire et tout? Voilà. D'accord. Le programme de mentorat est né d'une remarque très simple. J'ai rencontré une fille en Centrafrique qui est venue en tant qu'expatriée à 20 ans. Je ne sais pas si c'est chez moi, mais là, Lisa Garnier, vous pouvez aller on voir a son manqué un moment. Non, 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 c'est chez moi. Ok. Un instant, en fait, je change de connexion. Il y a une sur laquelle quelqu'un m'appelle trop, donc je change pour aller sur le Wi-Fi, s'il vous plaît. D'accord. Donc, le temps que notre expert nous revienne, je viens de mettre le message dans le chat avec le numéro WhatsApp. Je vais mettre le code devant. Oui, expert, vous pouvez y aller. Bon, ça va, OK. La nana, elle est arrivée à 20 ans. Ben, elle a fait ses études quand? Elle a eu sa première expérience quand? Avant d'arriver. Bon, OK, on accepte. Du coup, j'ai eu d'autres cas comme ça, hein. Et à un moment donné, je recevais, bon, comme je partage aussi énormément de contenu sur LinkedIn, je recevais en fait beaucoup de demandes. Est-ce que tu peux m'aider à faire mon CV? Est-ce que tu peux m'aider sur la LM, la lettre de motivation? Est-ce que tu peux m'aider sur le à postuler à ça? Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider? Et à un moment donné, j'étais
devenu presque la personne qui ne répond jamais aux messages parce que je ne pouvais pas. Je recevais énormément de demandes sur LinkedIn jusqu'au point où tu fais un post, quelqu'un vient commenter, non, en fait, non, toi, tu n'es pas sérieux, je t'ai envoyé un message depuis plus de 10 jours, tu n'as pas répondu. En même temps, j'ai la famille à gérer, j'ai mon boulot, je dois avoir mon propre loisir et ma propre vie, c'était devenu compliqué. Mais je sentais quand même le besoin de nos frères, le besoin d'évoluer, en fait, de nos frères. Excusez-moi, mais on ne peut pas encore à 40 ans aujourd'hui être à la recherche d'un simple stage, donc au tout début, si ce n'est pas une reconversion professionnelle, non. Ce sont des choses qu'il faut dire, en fait, à nos frères, à nos jeunes frères. Ce sont des choses sur lesquelles nous ne devons plus se taire. Nous recevons à 20 ans, 21, 22 ans, nous recevons des gens qui nous viennent d'Australie, des États-Unis d'Amérique. Pourquoi nos frères ne peuvent pas être capacités pour aller en fait à ce niveau? Vous voyez. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, OK, il faut en fait mettre en place un programme qui pourra mettre en lien les experts, les expérimentés qui souhaitent partager leur parcours avec les jeunes qui sont justement aussi à la recherche, donc faire le pont entre les jeunes et les experts. Et c'est de là que le programme est né. Et en Afrique de l'Ouest, il y a le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali. Le Niger était dedans, mais bon, la dynamique et la motivation n'étaient pas trop ça, donc on l'a enlevé, on l'a supprimé. Donc, il y a ces 4. En Afrique centrale, nous avons le Cameroun, nous avons la RDC. Donc, les 2. Donc, nous sommes maintenant avec ces 6 pays. Il manque un, je ne me rappelle plus. Bon. Nous sommes maintenant avec ces 6 pays. Et qu'est-ce que nous faisons dans le programme? Il y a une partie, donc, tu rentres dans le programme. Là, nous avons commencé au mois de mai, début mai. Tu rentres dans le programme et il faut comprendre que le développement professionnel ne peut pas se faire sans le développement personnel. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à madame, la personne qui avait posé la question sur les soft skills. C'est ça. Donc, nous avons un volet développement personnel sur lequel nous intervenons et il y a, donc, ça prend 3 mois. Ce volet nous permet également de mesurer le niveau d'engagement et de disponibilité des mentorés. Parce qu'on ne peut pas aller matcher un mentoré à un mentor et le mentoré va disparaître après. Ou le mentoré ira foutre du n'importe quoi auprès du mentor. Donc, ça nous permet de regarder, d'avoir un moment pour pouvoir regarder est-ce que le mentoré est dispo, est-ce que le mentoré assiste aux réunions, est-ce que le mentoré est motivé pour son évolution. Et après, donc à partir d'un certain niveau, on match maintenant les mentorés aux mentors. Et le mentor a pour rôle d'accompagner le mentoré et parce qu'il y a des exercices pratiques qu'on donne lors des sessions de groupe. Donc, maintenant, de retravailler ces exercices pratiques. Donc, par exemple, le plan de carrière, le plan de vie même, le plan de vie, qu'est-ce que la personne veut, les objectifs, le plan d'action. Donc, tout ça, ce sont des choses que le mentoré développe. Et quand le mentor vient, le mentor va l'aider à peaufiner tout ça et à l'accompagner, à lui donner des conseils vraiment pratiques sur son insertion professionnelle ou son évolution dans la carrière. Nous avons, sur cette cohorte, nous avons quelques élèves, je crois 4 ou 5 élèves. Nous avons des étudiants, nous avons des professionnels et nous avons quelques personnes en reconversion professionnelle également. Mais la mouche là me veut quoi? Je suis désolée. C'est ça, nous allons ouvrir la deuxième cohorte au mois de novembre ou décembre, c'est entre les 2. Et dans chaque pays, nous avons 2 personnes qui font la coordination, donc un coordinateur et un coordinateur adjoint ou une coordinatrice et son adjoint.
Et j'aimerais vraiment faire un coucou à cette équipe qui bosse. Je crois qu'il doit y avoir une personne de l'équipe coordination dedans. Victoire. Victoire fait partie de l'équipe de coordination au Cameroun. Une équipe qui travaille merveilleusement bien. C'est un peu ça le programme de mentorat. Non, ce n'est pas payant, c'est totalement gratuit. Tant que nous avons des mentors qui nous accompagnent gratuitement, nous également, nous avons le droit d'accompagner nous avons le devoir d'accompagner les jeunes gratuitement. Merci. OK. Oui, c'est ça la question. Merci beaucoup, Esper. Oui, c'était ça la question. Merci beaucoup. Et l'Esper a partagé le lien d'accès à son profil LinkedIn. Je l'ai repartagé dans le chat. Donc, comme je l'ai dit, ça vous permettra d'aller directement aussi, d'avoir les informations pour aller sur la page de mentorat et avoir les différentes informations. Donc, on va laisser l'Esper se reposer, peut-être. Merci beaucoup pour le temps consacré à cette session d'aujourd'hui. Sachez qu'au besoin, on vous recontactera encore pour animer d'autres sessions de webinaire. Merci aussi à chacun de vous pour votre participation. Mais peut-être avant de partir, je vais quand même revenir sur le master. La possibilité d'inscription via la plateforme de l'AUF a été prolongée jusqu'au 15 juillet pour permettre aux personnes qui n'ont pas pu le faire de le faire. Et l'opportunité, je l'avais déjà précisé, on l'avait déjà précisé lors des autres webinaires, c'est la possibilité de bénéficier d'une allocation, d'une subvention qui peut aller jusqu'à 1 000 $, donc jusqu'à 50% du coût de la formation. Donc, vous avez encore 3 jours pour vous inscrire. Passez ce délai, vous pourrez toujours vous inscrire, mais ça ne sera pas à partir de la plateforme. Vous allez candidater directement via les autres accès qu'on a pour l'inscription au master. Et là, vous n'aurez pas de subvention, bien entendu. Donc, pour les personnes qui n'ont pas pu s'inscrire, je vous invite vraiment à vous inscrire sur la plateforme. Oui, Esper Messon? Oui, je voulais demander, madame, est-ce que tu pourras peut-être, sur le programme de mentorat, enfin, ils sont très nombreux, hein, si tu pourras peut-être, je ne sais pas, soit une petite vidéo où on pourra t'inviter aussi un samedi soir pour pouvoir parler rapidement du master aussi, ça va vraiment aider. OK, ça sera parfait. Merci beaucoup pour l'invitation déjà. Donc, avec plaisir, on coordonnera pour qu'on puisse intervenir. Je pourrais y être aussi avec le responsable projet du master et notamment d'autres personnes aussi de l'université, notamment Dr Zio même, qui est avec nous depuis le premier webinaire et nous suit jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Super. Donc, vous avez le master et notre expert du jour est intervenu sur un élément très important. Ça a été même l'un des premiers éléments pour évoluer dans le secteur, c'est le diplôme. Ce qu'on regarde aussi, c'est la formation ou le document qui atteste de ce que vous êtes qualifié pour le secteur. Donc, dans bien des cas, c'est un élément qui est très important et c'est dans ce sens que vous avez le master. Mais non seulement c'est important de faire cette formation avec nous pour avoir le diplôme, mais aussi pour avoir la compétence, comme on l'a dit, parce que dans les méthodes, on a vraiment pensé à capaciter les étudiants ou les personnes qui participeront à cette formation. Donc ça, c'est l'une des informations que je voudrais donner. La deuxième chose, j'aurais péché si je ne profite pas de l'occasion où l'expert est revenu plusieurs fois sur mon livre. Je ne l'avais pas dit, même pour les autres sessions, je ne suis pas revenue là-dessus. Mais je vous présente le livre « Travailler efficacement dans le secteur du développement et de l'humanitaire ». C'est un livre de 200 pages qui partage des tips, des astuces sur comment intégrer et évoluer dans le secteur du développement et de l'humanitaire. Donc, je reviens où j'aborde quelques éléments que l'expert a présentés. Déjà, les connaissances qu'il faut avoir, le savoir, les informations. Ensuite, le savoir-faire, quelles sont les compétences qu'il faut développer. Et surtout au niveau des compétences, il y a des outils qui sont basiques dans le secteur. Parce que dans tout secteur, il y a des éléments avec lesquels on travaille. Il y a le langage et puis il y a les outils, notamment les thèmes de référence, les rapports. C'est inévitable dans le secteur, quel que soit le poste qu'on occupe bien souvent. Donc, je partage également les informations sur comment utiliser ces outils, mais surtout comment on le fait de façon pratique. Et puis, le savoir-être, on a parlé des soft skills,
Donc, quelles sont les valeurs déjà de façon générale dans des secteurs, mais les valeurs personnelles qu'il faut cultiver. Et Monsieur Messin a abordé, il a abordé un point, un exemple qu'il a donné, par exemple, c'est le fait de regarder dans les yeux. On a ça comme culture africaine, surtout Afrique occidentale. Il ne faut pas regarder les aînés droit dans les yeux. Mais je vais plus loin encore. Bien souvent, on demande que les femmes, dans certaines cultures du nord de la Côte d'Ivoire, les femmes ne fixent pas les hommes droit dans les yeux. Ça, c'est dans la culture. Mais en situation professionnelle, comment vous faites? Est-ce que vous baissez les yeux? Peut-être vous êtes chef de projet ou vous n'êtes même pas chef de projet ou tout. Vous baissez les yeux devant vos collègues ou devant vos collaborateurs. Comment vous faites? Parce que ce sont des hommes. Donc, c'est vraiment certains éléments comme ça, certaines astuces pratiques comme ça qu'on partage dans le livre. Pour l'avoir, il est sur Amazon pour les personnes qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Pardon, vous tapez seulement le titre du livre. On mettra ça aussi dans le chat. Vous pourrez avoir le livre, acheter le livre via Amazon. Je crois que sur Amazon, les prix diffèrent d'un pays à un autre pour Amazon. Pour les personnes qui sont en Côte d'Ivoire, le livre, il suffit juste de nous envoyer un message, de nous contacter directement et on vous fait livrer, quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes. Pour les personnes aussi qui sont dans les autres pays de l'Afrique occidentale de façon générale, au Burkina, on a un partenaire, on vous partagera les informations, donc vous pourrez vous en procurer directement avec ce partenaire qui est à Ouaga, c'est Madiba Afrique, un de nos partenaires de Bourse Expertise. Ensuite, au Mali aussi, on a un partenaire là-bas, vous pourrez vous en procurer avec elle. Je vous donnerai les informations. Pour les autres pays, le Sénégal, le Togo, le Niger, le Cameroun, par Amazon, c'est plus simple, mais le Togo, le Sénégal, le Bénin, on fait également partie par les compagnies de transport. Donc, si vous êtes dans ces pays, il suffit de nous notifier cela et on vous fera livrer le livre. Le livre coûte 10 000 francs en Côte d'Ivoire. Et quand vous êtes dans ces pays par lesquels on peut faire partie par la compagnie de transport, c'est toujours 10 000 francs, mais vous allez assurer les frais de transport. Pareil, si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous payez également les frais de livraison. Bon, j'avoue que je n'en ai plus beaucoup. Peut-être, je ne suis pas sûre que ce qui reste fait 30 ou 40 livres au niveau de la Côte d'Ivoire. Je n'en ai plus beaucoup. Dans cette période, je n'en aurai pas non plus parce que je ferai une révision de certains éléments pour la prochaine édition de sorte que ce soit disponible dans les librairies. Mais quand je dis une révision, c'est pas vraiment dans le contenu que je vais revoir parce que je n'ai pas eu de retour négatif là-dessus, mais il y a quelques endroits où il y a eu quelques coquilles qui se sont glissées que je vais corriger avant de faire la prochaine édition et rendre disponible cela en librairie. Donc, ça peut prendre du temps pour le nouveau stock. Ça peut aller jusqu'en fin d'année. Donc, pour le stock qu'il y a, j'en ai jusque 30 ou 40 maximum. Voilà, donc ce sont ces informations que je voulais partager, dire et terminer en disant un grand merci à Dr Zio d'avoir été avec nous. Merci à nos collègues, merci à chacun de vous. Aujourd'hui, on a été plus d'une vingtaine. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre participation, pour les questions que vous avez posées. Et on espère vivement que ces conseils qui ont été partagés, ces expériences qui ont été partagées vont vous servir dans votre carrière, mais surtout vont vous aider aussi à prendre la bonne décision en termes de formation que vous devez faire et en termes d'orientation professionnelle. Donc, je vais vous dire, peut-être avant de terminer, de clôturer, excusez-moi, est-ce que Dr Zio voudrait intervenir avant qu'on ne clôture au nom de l'université, probablement? Dr Zio? Oui, c'est de dire merci. Merci pour ce partage d'expérience. Et puis merci pour ces webinaires où on apprend en fait, en tant que membre de la commission, on apprend toujours. Donc, ça nous fait vraiment énormément plaisir. Merci pour l'engagement. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, Dr Zio. Merci à chacun de vous. Bon week-end et puis que Dieu nous garde. Le prochain webinaire, en principe, ça sera le jeudi de la semaine prochaine, mais je pense que vous êtes habitués parfois. Si on a des contraintes, on le met au samedi, mais en principe, ça devrait se faire le jeudi. D'ici le lundi, vous aurez l'information exacte sur le jour auquel on fera le webinaire. Merci et puis bon week-end et que Dieu nous garde. Au revoir. Allez. Merci encore, Esther. Au revoir. Oui.